je ferais int f, int x, et dedans, je sais pas, des conneries. Ce que dit la programmation fonctionnelle, c'est ça me fait pas peur. Ça me fait tellement pas peur, d'ailleurs, que fondamentalement, eh bien, je vais considérer que c'est du même niveau qu'une variable. Une fonction, c'est une variable comme une autre, et je peux la manipuler comme n'importe quelle autre variable. Ça ne me fait pas peur. Et s'il y a des gens que ça choque de voir qu'une fonction puisse être considérée comme une variable, comme de la donnée, eh bien, il y a un moyen très simple de vous le prouver, c'est, prenons par exemple, un truc que vous avez sûrement fait si vous étiez les flemmards pour Fibonacci qu'on vous a demandé en examen, c'est de commencer à précalculer tous les résultats. Et vous aviez un gros if en disant, bah, si c'est tel numéro, si c'est celui-là, j'envoie ça, sinon je renvoie ça, sinon je renvoie ça. Bah, si au final, pour tous les nombres, j'ai déjà précalculé les données, on se rend compte que fondamentalement, une fonction, c'est jamais qu'une énorme table d'association. Et donc, fondamentalement, c'est jamais que de la donnée. Et donc, il n'y a pas de raison, c'est de la donnée comme une autre, je peux la trimballer. C'est une variable comme une autre, ça ne me fait pas peur. Alors, je quitte le domaine de l'impératif, je rentre dans le domaine du fonctionnel, vous allez voir, c'est pas très différent. En Haskell, pour dire j'ai une variable de type x, je vais dire x, int. X est un entier. Je fais l'assertion que x est un entier. Ça nous ressemble beaucoup à l'opérateur d'appartenance, parce qu'effectivement, théorie des types, théorie des ensembles, c'est quelque chose qui est très très proche. Théorie des types a été inventée pour pallier les problèmes de la théorie des ensembles initialement. Aujourd'hui, ça a évolué, ça a donné son domaine dans l'informatique. Mais initialement, ça vient de là. Donc il y a quand même de grands liens. Et pour dire, bah, f, qu'est-ce que c'est? La syntaxe, elle fait pas très peur. Donc f a un type, et ce type, ça prend un entier, et ça me renvoie un entier. La flèche représente je renvoie. Est-ce que jusqu'ici tout va bien? Je pense que oui. Et fondamentalement, bien, je peux avoir une fonction qui va me prendre une fonction et me retourner un entier, par exemple. Eh bien, comment je dirais? Bah, je dirais cette fonction que je vais appeler h. Je pourrais l'appeler apply. Je mets en parenthèse, c'est juste une histoire d'associativité. Int, flèche, int. Tout ça, flèche, int. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Je prends une fonction qui prend un int et qui envoie un int, et je retourne un int. Ou bien je pourrais prendre ça, on prend la fonction d'application. Elle prend une fonction qui prend un int, et elle me retourne le résultat de l'application. Donc un int encore. Voilà, ça fait fondamentalement pas très peur une fois qu'on a pris l'habitude. Alors, qu'est-ce qui est intéressant avec la Haskell? Une bonne manière, c'est de parler d'un truc qui fait toujours peur. Si les gens sont intéressés au Haskell, il y a un mot qui fait peur à tout le monde. Ce mot-là, c'est le mot monade. À peu près la moitié des articles sur Haskell sur le web sont des articles de mecs qui essaient de nous expliquer. Cette fois-ci, avec ces explications, vous allez enfin comprendre ce que c'est qu'une monade jurée. Et à chaque fois, on lit l'article et finalement, on n'a rien compris. Donc c'est un peu le running gag du Haskell. Personne ne sait ce que ça veut dire une monade, sauf un vieux barbu qui arrive qui fait « Mais non, c'est juste une monoïde de la catégorie des ordofoncteurs. Il n'y a absolument aucun problème. » Et les gens, ils regardent, ils font « Ouais », ils partent ailleurs et ils ne reviennent jamais. Donc moi, pour présenter les monades, mon objectif c'est de vous faire comprendre les monades, vous faire comprendre, peut-être pas en détail, mais au moins l'intuition du truc, voir que ça n'a rien de magique, et en quoi le monade, concept qui existe uniquement à la base en Haskell, mais qu'on a pu revoir les idées des monades inspirées, par exemple en C++, le modèle des asynchrones avec STD Future, c'est un modèle monadique qui a été inspiré des modèles de Haskell. Donc on voit que même, ok, c'est pas dans du Haskell, mais on a piqué les idées parce qu'elles sont intéressantes. Donc c'est important de comprendre ces idées. Parce que leur force, c'est une idée de composabilité, de garantie, de type safety, qui nous garantit de retirer énormément de bugs et nous garantir une bonne composition de notre code, une bonne modularité. C'est à peu près la garantie de faire du joli code qui marche bien. Alors, pour ça, on va commencer à parler de composabilité, on va rester d'abord sur les simples fonctions. Qu'est-ce qui est intéressant dans la composabilité? Qu'est-ce que ça veut dire composer? Si je retourne sur ma fonction f, qui prend un entier et qui retourne un entier, je peux concevoir une deuxième fonction qui s'appellerait g. Elle prend également un entier, elle me retourne un entier. Eh bien, qu'est-ce qui se passe? C'est que si on réfléchit, f, ça prend un entier, ça retourne un entier, mais g, ça prend un entier, ça retourne également un entier. Est-ce que je ne pourrais pas combiner
ces deux fonctions pour en créer une nouvelle fonction qui correspondrait à l'application successive de ces deux fonctions. C'est-à-dire la fonction h qui, à x, associerait f de g de x. Alors, dans le monde du Haskell, généralement, on ne met pas les parenthèses. Pourquoi est-ce qu'on ne met pas les parenthèses? Plutôt que de marquer f de x, je vais simplement retirer les parenthèses pour dire f x, d'une part parce qu'elles sont superflues, c'est du bruit, on n'en a pas besoin, et aussi parce que ça nous rappelle un peu la multiplication, f multiplié par x. Et je vous rappelle que, petit rappel de cours d'algèbre linéaire, si jamais cette fonction était linéaire, eh bien effectivement, l'application de fonction serait une multiplication matricielle. Donc, pourquoi je ne pourrais pas faire ça? Je garde juste les parenthèses, j'ai pas envie de me faire chier. Pourquoi je ne pourrais pas faire ça? Déjà, est-ce que je peux faire ça? Bah, quand je dis je peux faire ça, moi ce que je veux, c'est une preuve. Moi je veux une preuve que ça marche bien. Et effectivement, si on regarde au niveau des types, x est un entier, g de x, comme x, g prenait un entier, renvoie un entier, tout ça est un entier, je peux bien le passer à f, qui prenait un entier, et qui me retourne un entier. Donc h de x est un entier. Et effectivement, pourquoi c'est intéressant de se rendre compte de ça? C'est de se rendre compte que, effectivement, là, j'ai la garantie que toute fonction, si je prends deux fonctions qui prennent un entier et qui retournent un entier, je peux les reprendre. Et là, la grande force de Haskell par rapport à un autre langage, où vous allez me dire, oui, bah on sait, sur n'importe quoi, je pouvais déjà le faire, tu m'as rien appris, tu viens de me dire une évidence, c'est que moi, je vais nommer cet opérateur de composition. Je vais l'appeler point. Il s'appelle point, et il ressemble beaucoup au rond. Vous savez, les G rond F que vous faites en maths, bah là on l'appelle point, c'est le plus proche. Et quel est le type de l'opérateur point? Bah, le type de l'opérateur point, qu'est-ce qu'il est? Il prend une fonction qui prend un entier et retourne un entier, une autre fonction qui prend un entier qui retourne un entier, et me retourne une fonction qui retourne un entier par un entier. C'est-à-dire, allez, int vers int, qui prend un autre int vers int, et qui me renvoie un dernier int vers int. Alors là, ça a l'air de rien, mais regardez ce qu'on a fait. Je viens de donner, à partir d'un ensemble, j'ai un ensemble de fonctions qui prennent int vers int, et je viens de leur donner un opérateur, une loi de composition, qui me produit un nouvel élément de l'ensemble. Et j'ai la garantie mathématique que si ces deux éléments sont là-dedans, le résultat sera également dans l'ensemble. Mais alors qu'est-ce que c'est ça? Eh bien ça, c'est une structure mathématique. C'est une structure au sens mathématique. Et c'est ça qui est génial. J'ai la garantie, c'est comme ça que je peux composer. Je peux mathématiquement jouer au Lego, prendre des fonctions pour en faire des fonctions plus compliquées, que je vais m'en servir pour recréer des fonctions, empiler comme ça les fonctions, et à tout moment, j'ai la garantie mathématique que ça collera toujours. Et si ça ne colle pas, je le saurai dès la compilation. Alors ça, qu'est-ce que c'est comme structure? Eh bien ça, vous allez voir, en fait, c'est une monoïde. Alors qu'est-ce qu'on appelle une monoïde? C'est un mot qui fait un peu peur, mais qui ne dit pas grand-chose fondamentalement. Donc je rappelle très vite fait théorie du structuralisme mathématique. On a une structure mathématique, c'est un ensemble muni d'un certain nombre de lois, et ces lois peuvent avoir un certain nombre de propriétés. Par exemple, vous avez peut-être vu les groupes, les espaces vectoriels. La monoïde, c'est ça en beaucoup plus simple. Un exemple de monoïde, c'est tout simplement les horloges sur un tableau. Sur les heures sur une horloge, c'est mieux. Donc ici, j'ai 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Eh bien, c'est marrant parce que je peux additionner des heures et le résultat sera toujours une heure sur le cadran. Parce que si je prends 2 et 4, j'arriverai à 6 heures, ouais, enfin plutôt plus 4. Mais si j'ajoute un truc, je ne vais jamais quitter le cadran. Parce que c'est quoi l'opération d'addition? Fondamentalement, alors l'opération générique, on le met avec un plus avec un cercle autour, mais c'est quoi, elle? Bah, c'est x plus y, le tout modulo 12. Et là, vous avez la garantie, à tout moment, bah, si j'en ajoute 2, le résultat sera également une horaire. Et je peux la prendre, et également la prendre, et la combiner, la combiner, la combiner. Alors, qu'est-ce qui me manque pour que ce soit une monoïde? Une monoïde, ça a quelques propriétés. La première propriété, c'est l'associativité. L'associativité, c'est très simple. Ça veut dire tout simplement que x plus y plus z, que je mette les parenthèses comme ça ou comme ça,
c'est la même chose. Moi, j'imagine que j'ai pas trop besoin de vous convaincre pour ça. En temps normal, j'en ferai la preuve mathématique, mais là, on n'a pas trop le temps. Et la deuxième est extrêmement simple. C'est la présence d'un élément neutre. Un élément neutre, c'est un élément tel que, si je prends un élément, je l'ajoute à l'élément neutre, le résultat est l'élément de base. Ici, par exemple, 0, enfin 0/12, hein, je peux ajouter n'importe quelle heure, je rajoute 0 heure, il reste 0. Alors nos fonctions, je vous ai dit que c'était une monoïde. Déjà, est-ce qu'elles sont associatives? Oui, bon, ça, j'ai pas trop besoin de vous convaincre. Mais est-ce qu'elles sont unifères? C'est le mot compliqué pour dire il y a un élément neutre. Oui, alors quelle serait la fonction neutre? À votre avis? Ouais. La fonction d'identité, tout à fait. F de x est égal à x. Je prends un x, je retourne x. Et effectivement, la fonction identité, f composé à l'identité ou l'identité composée à f, ça va me donner f. Donc ça s'appelle une monoïde. Et en fait, c'est cool, une monoïde. Et la force de Haskell, c'est qu'on aime tellement les maths qu'on a la capacité de nommer ces choses-là qu'on arrive à reconnaître implicitement après coup lorsqu'on fait un autre langage. Je fais du C, je me suis rendu compte, ah ouais, en fait, j'arrivais toujours à chaîner des int vers int, ouais, et en fait, ça pouvait former, si je réfléchis bien, cette notion de monoïde, là, en Haskell, je vais pouvoir nommer ça. Et à partir du moment où je peux nommer quelque chose, je peux en tirer les propriétés. Pourquoi c'est important d'avoir distingué et de prouver que quelque chose est une monoïde? C'est que je peux, si je sais que quelque chose est une monoïde, je peux en tirer parti. Si maintenant je prends n'importe quel ensemble qui est autre qu'un l'opérateur de l'ensemble de ces fonctions-là, que j'arrive à prouver que c'est des monoïdes, parce qu'il y a marqué dans Haskell, j'ai la capacité de dire ceci est une monoïde, eh bien, si je prouve qu'elle est associative, qu'elle a un élément neutre, qu'est-ce que j'ai gagné? Partout où j'attendais une monoïde, je peux lui passer ce nouvel ensemble. C'est le véritable polymorphisme. Toutes les propriétés intéressantes, toutes les fonctions marrantes que j'ai gagnées qui fonctionnaient sur des monoïdes, gratuitement je les ai, j'ai juste à prouver qu'une nouvelle entité qui apparaît, que je viens d'apparaître dans mon programme, est effectivement une monoïde. Ouais. Présence, non. Pour ça, il faudra un semi-groupe inverse. C'est la catégorie d'encore au-dessus. C'est moins restreint que ça. C'est encore une contrainte au-dessus. Donc ça c'est les monoïdes, mais maintenant, c'est pas les monades, j'ai dit. Les monades, c'est les monoïdes de la catégorie des endofoncteurs. Donc déjà, monoïde, on a compris. Maintenant, il faut juste comprendre ce qu'on dit par les catégories des endofoncteurs. Parce que c'est vrai que ça fait un peu peur. Alors, catégorie, vous l'oubliez tout de suite. Endofoncteur, il fait un peu peur. Donc, je vais d'abord parler de ce que c'est qu'un foncteur en Haskell. Ça me fait marrer parce qu'aujourd'hui, en TP, les petits élèves de petits engins, je leur donne un cours sur qu'est-ce que c'est qu'un foncteur en C++. Et là, je vais leur dire ce que c'est qu'un foncteur en Haskell, ils vont voir que ça n'a strictement rien à voir. Alors, je ne vais pas passer par la définition mathématique, je vais aller très simplement. Un foncteur en Haskell, c'est un type qui en est construit à partir d'un autre. C'est un type paramétré par un autre type. Vous vous dites, vous n'avez peut-être jamais vu ça de votre vie. Mais regardez, en Haskell, comme en OCaml, ça fait du OCaml, j'avais le type int. Mais j'ai également liste de int. C'est liste de A, c'est une liste de quelque chose. C'est paramétré par un autre type. Cette liste est un foncteur. Toute forme de conteneur, en fait, si on réfléchit, est un foncteur. C'est un type paramétré par un autre type. Également, un foncteur qu'on adore, c'est un foncteur qu'on appelle en Haskell maybe. Alors c'est le même que celui qu'en OCaml, si vous avez fait l'OCaml, on appelle le type option. Il représente l'échec potentiel. Alors, un peu d'écriture Haskell, je vous rassure, ça ne fait pas peur. Et ça dit ça. On dit data, pour créer un nouveau type. Le type maybe, A, est paramétré par un autre type que j'appellerai A, c'est un peu comme les templates dans C++. Et qu'est-ce qu'il a? Eh bien, soit ce n'est rien, nothing, soit c'est juste quelque chose de A. En gros, ça peut donner la capacité à n'importe quel type de le mettre dans une boîte et d'avoir la possibilité, c'est de rendre un type optionnel. Peut-être qu'il est là. Donc on peut envoyer un type, prendre un maybe int, c'est dire peut-être que tu as un entier, mais peut-être que tu n'en as pas. Et c'est à moi de vérifier. Soit il n'y a rien, soit effectivement il y a un entier. Ça me donne la capacité parce que, avec par exemple les pointeurs, c'était cool. Je pouvais représenter qu'un pointeur n'était pas là, que la valeur était là parce que le pointeur valait nul. Mais tous les types n'ont pas cette valeur en eux-mêmes
qui représente l'absence de quelque chose. Si je prends un entier, par exemple, un exemple horrible, c'est la fonction atoi en C. La fonction atoi, elle prend une string, elle me renvoie un entier. Mais quand elle fail, parce que la string qu'on lui passait pas un nombre, elle renvoie 0. Comment je fais pour savoir si c'est 0 parce qu'il y a un échec, ou 0 parce que effectivement la string que le mec m'a passée, c'était bien un 0? Bah je sais pas. Parce que je n'ai pas la place dans entier, donc parmi toutes les valeurs de l'entier, il n'y en a pas une qui arrive à représenter cette notion d'échec. J'avais juste de la chance avec les pointeurs. Donc là, le foncteur maybe, il me donne la possibilité, n'importe quel type, de le mettre dans une boîte et de l'augmenter d'une valeur supplémentaire, en quelque sorte, qui représente l'absence de valeur. Donc c'est en quelque sorte, j'ai mis une valeur dans un contexte. J'ai mis dans une boîte dans un contexte. C'est ça l'essence de ce qu'on appelle un foncteur. Alors je vais pas plus loin. Ouais. Alors pour l'instant, il n'y a rien de monoïdal. C'est ça le problème, j'y viens. Mais là pour l'instant, il n'y a rien de monoïdal. Alors la définition mathématique d'un foncteur, de la théorie des catégories, c'est en gros un mapping d'une catégorie à une autre. Sauf qu'en Haskell, on n'a qu'une seule catégorie. Je ne vais même pas parler de ce que c'est qu'une catégorie, c'est une sorte de gros ensemble magique. Et cette catégorie, ça s'appelle la catégorie des types. Donc tout foncteur en Haskell, en fait, est un endon-foncteur, c'est-à-dire un foncteur sur lui-même. C'est un foncteur de Hask, c'est le nom de la théorie de la catégorie des types, de Hask vers Hask. Donc c'est pour ça que, là, si on voit un peu le lien, un foncteur en Haskell, c'est un mapping d'un type vers un autre, qui revient sur lui-même. Donc c'est un foncteur parce que à partir de A, j'ai pu construire maybe de A. Voilà, c'est un constructeur de type, si tu veux. Ouais. Pour l'instant, non. Mais il y a de l'idée. Pour l'instant, non. Mais justement, quand on voit quelque chose, il faut en faire la preuve. Alors, pour l'instant, elle est super cool. Il est super cool le foncteur maybe, mais j'ai perdu une propriété. Je vais vous montrer tout de suite. L'idée, c'est quoi? C'est que c'était génial. J'ai par exemple une fonction qui prenait un float qui retournait un float, une fonction qui prenait un float qui retournait un float. Je pouvais les chaîner. Mais maintenant, j'ai un gros problème. Ces fonctions peuvent potentiellement merder. Un exemple, la fonction logarithme, qui prend un float qui me retourne le logarithme, bah moi si je lui passe un nombre négatif, elle va merder. Alors qu'est-ce que je fais? Je jette une exception? Ouais, bon, les exceptions, je l'ai dit que moi, je ne suis pas peut-être toujours hyper fan, j'aimerais marquer dans mon type. Mais est-ce que j'ai une valeur parmi tous les flottants qui représente l'absence d'une valeur? Pas vraiment. Bah qu'est-ce que je vais faire? Je prends un float, mais je renvoie peut-être un float. Sous-entendu, si tu m'as passé un nombre négatif, je vais te renvoyer nothing, je me suis merdé. Mais si c'était bien un nombre positif, je peux te renvoyer le logarithme, il sera ici. Ce sera just quelque chose. Et je prends une deuxième fonction, la fonction inverse. Bah, si je lui passe 0, bah pareil, elle va planter. Je ne peux pas inverser 0. Donc effectivement, maintenant, je passe de deux fonctions qui prenaient float vers float, et maintenant, elles prennent float vers maybe de float, vers un foncteur. Float vers maybe de float. Et là j'ai un problème, j'en ai deux qui sont float vers maybe de float. Je ne peux plus les chaîner simplement par mon super opérateur de composition qui était point. Parce que lui, il attendait quoi, point? Il attendait que le type de sortie ici et le type d'entrée ici soient les mêmes. Je ne peux plus. Pourquoi? Parce que si lui c'était log et que inv avait le même type, ça ne va pas passer. Moi, j'attends un float, tu me passes un maybe float, ce n'est pas le même type. Alors, ce que je veux, c'est la capacité de pouvoir chaîner des fonctions qui retournent des foncteurs comme si de rien n'était. Et cette capacité, c'est éventuellement, on va donner des propriétés monoïdales, les propriétés d'une monoïde à un foncteur, eh bien, c'est ça, une monade. Une monade, c'est un foncteur qui a les propriétés d'une monoïde. Mais alors, tout de suite, réfléchissons. De quoi on a besoin pour faire une monoïde, on a dit? Associatif, je ne vais pas trop perdre mon temps avec ça. La capacité déjà de composer. Donc déjà prouver que si je prends deux fonctions qui vont de float vers maybe float et que je les compose, le résultat sera également une fonction qui va de float vers maybe float. Et également, il faudra prouver que j'ai un élément neutre. Alors, déjà, à quoi ressemblerait cet opérateur de composition? Alors cet opérateur de composition, forcément, on ne va plus l'appeler point, c'est pas le même. Il a un nom à ce qu'on l'appelle bind. Cet opérateur est tellement connu pour vous montrer la légende des monades, que cet opérateur est carrément le logo de Haskell.
Vous l'avez sûrement vu, ce logo, c'est celui-là. Chevron, chevron... Oula, il part en l'air. Voilà, il va vers les cieux, vers l'infini et au-delà. Chevron, chevron... Oui, il est encore reparti en l'air, c'est pas grave. Chevron, chevron égal. On l'appelle, c'est l'opérateur bind. Et, oui, bah, c'est le logo de Haskell, carrément. Et qu'est-ce que c'est? Bah, c'est l'équivalent de cet opérateur de composition point, mais pour des fonctions qui retournent des functeurs. Enfin, maintenant, on va dire des monades. On va dire des monades maintenant, parce que c'est les functeurs que je peux composer. Bah, alors, comment il se comporterait? Ça veut dire que moi, toi, si tu me passes un maybe A, tu me passes une fonction ici qui attend un A vers un maybe A, et moi, je dois te retourner finalement un maybe A. C'est le contrat. Alors c'est ça qui est bien avec Haskell, c'est que d'abord on réfléchit sur le type, et du type va découler tout seul l'implémentation. Donc codons notre opérateur bind. En pseudo Haskell, hein, vous inquiétez pas. Eh bien, réfléchissons. Soit le truc qui m'a passé, ce maybe, ça peut être soit un just, soit un nothing. Donc, si il m'a passé nothing, et que ce nothing, je veux le binder à f, qu'est-ce que je retourne? Bah, rien. Si tu m'as passé le relais, mais tu t'es planté, forcément, la composition totale va être plantée. Je n'ai rien à extraire. À quoi je peux appliquer ce f? À rien. Je ne peux pas. Je ne peux pas. J'ai perdu. Donc là, qu'est-ce que je vais faire? Je dois retourner un maybe de A. Un maybe de A, c'est soit nothing, soit just. Bah, qu'est-ce que je vais retourner? Nothing. Je ne peux rien faire. C'est le type qui détermine l'implémentation. Et soit, on m'a passé quelque chose, donc là, ça va être just de x. On m'a passé une valeur x, et je veux la binder, j'ai oublié le égal, excusez-moi, à f. Et bien là, qu'est-ce que je fais? Déjà, j'ai réussi. C'est pas un nothing, j'ai réussi. Et surtout, ce f, je peux l'appliquer à quelque chose. Parce que autant just de x, c'est un maybe a, mais x, c'est un a. Et f, ça attend un a pour me retourner un a. Donc qu'est-ce que je peux faire? Ben, je peux appliquer f à x. Donc je peux faire f de x. Mais est-ce que c'est ce que je veux, f de x? Non. F de x, c'est un a, vu que f va de a vers a. Ce que je veux, c'est un maybe a. Donc comment je dis j'ai réussi? Comment je le mets dans une boîte, celui-là? Ben, je mets un just. Just f de x. Eh bien, regardez ce qu'on a fait. L'implémentation, j'ai pu faire les yeux fermés, j'aurais pu prendre n'importe lequel d'entre vous, lui expliquer le contrat, lui donner la craie, et tôt ou tard, eh ben, il m'aurait fini par m'écrire ça. Il n'y a pas de miracle. Il n'y a pas 36 bannières. Mais regardez ce que j'ai fait là. Mathématiquement, maintenant, je n'ai plus à réfléchir. Eh bien, maintenant, je peux combiner des fonctions. Je peux les chaîner comme je veux, autant que je veux, et à tout moment, si on a une qui plante, alors tout le résultat sera planté. C'est fini de faire des if, de if, de if, de if imbriqués avec des gestions d'erreurs en cascade. Je peux faire plein d'opérations qui peuvent potentiellement planter, les chaîner trivialement, sans réfléchir, et la logique qui correspond à j'annule tout si jamais un a merdé, elle est cachée dans mon opérateur de composition, que j'utilise trivialement sans pas réfléchir. Ceci, c'est l'essence d'une monade. Est-ce qu'il y a des questions? Oui. Si les types sont compatibles. Là, j'ai simplifié en disant toujours les mêmes types, mais en gros, pour ça, pour dire en gros de A vers B et B vers C, tant que les B sont là, ça s'appelle plus une monoïde, ça s'appelle une catégorie monoïdale. C'est juste, ça allait compliquer les choses, mais oui, ça marche tout autant, bien sûr. Pareil pour les monades. Si les types d'entrée et de sortie sont compatibles, catégorie monadique, ça va marcher sans problème. On peut trouver, et c'est ça qui est beau, c'est que cet opérateur de composition, je peux le donner dans tout ce qui a un foncteur où ça a un sens, qui est un élément neutre. Et je vous ai dit que la liste était un foncteur. Est-ce qu'on ne pourrait pas considérer que la liste est une monade? Réfléchissons. Qu'est-ce que ça veut dire composer? On a dit que ça, la monade maybe, elle représentait l'échec. Qu'est-ce que pourrait représenter une liste? Eh bien, une liste, si on réfléchit, il y a plusieurs implémentations. Une liste, bah, elle pourrait tout simplement représenter le
Elle me retourne une liste de valeurs parce que potentiellement, je fais un parseur. Comment je peux interpréter cette string? Bah, je sais pas, tu pourrais l'interpréter comme ça, mais également comme ça, mais également comme ça. Ou bien, je tire une pièce. Quels résultats tu m'envoies? Bah, ça pourrait être celui-là, ça pourrait être celui-là. Quelles sont les positions possibles qu'un échiquier peut se déplacer? Le cavalier, bah, il pourrait se déplacer là, là, là et là. Donc cette liste de résultats, elle représente le non-déterminisme. Donc moi j'ai des fonctions, elle prend un x et elle me renvoie une liste de x. Et moi ce que je veux, c'est chaîner ça à une autre fonction. Je veux binder ça à une autre fonction qui prend un x et qui retourne une liste de x. Comment on pourrait faire? Ben, c'est simple. Pour chacune de ces éléments, pour chacun de ces éléments, je lui en fais une liste. Tiens d'ailleurs, comment je représenterai l'élément neutre? Une liste vide, tout simplement. On est d'accord qu'après, à partir du moment où j'ai une liste vide, je pourrais binder comme je veux, j'aurais perdu, je ne pourrais pas aller plus loin, j'aurais plus rien à extraire. Donc là, par exemple, il m'a envoyé une liste vide, c'est loupé. Et une fois que j'ai toutes ces listes-là, je les concatène toutes en une seule. Et j'ai une nouvelle liste. Donc avec ça, j'ai bien la capacité de chaîner deux fonctions qui prennent une liste, qui envoient une liste. Et ça, c'est vraiment génial. Ça peut répondre à des manières... Ok. Bah, de toute façon, là, je termine. Un exemple très simple, une question classique. Soit un échiquier sur une position soit un cavalier sur une position d'un échiquier, quelles sont les cases qu'il peut atteindre en 3 coups? Bah, si j'ai la fonction qui me donne un coup, tous les coups possibles pour une case, et qui m'envoie la liste de tous les coups, j'ai juste à la binder 3 fois sur elle-même, et à chaque fois, par combinaison, il va y avoir propagation du non-déterminisme, et au final, j'aurai la liste complète de tous les coups que j'aurais pu atteindre. Et donc on voit, et j'ai pu me servir exactement du même opérateur pour raisonner à la fois sur le contexte de l'échec, à la fois sur le contexte de non-déterminisme. La manière dont on traite les entrées-sorties, l'IO, c'est également d'une manière monadique, pour représenter pas une valeur, mais une valeur qui vient de l'extérieur. Le contexte représentant, si l'utilisateur tapait autre chose, j'aurais eu une valeur différente. Bah, comment je peux propager ça? Bah, pareil, d'une manière monadique. Et par la même notation, si je me suis rendu compte que ces choses qui spontanément, si je n'avais pas fait du Haskell, j'aurais pensé que c'était totalement différent. Et bien là, le Haskell vous a montré que fondamentalement, il y avait la même structure mathématique qui se cachait derrière, les mêmes propriétés, et que si maintenant j'ai un nouveau concept qui apparaît, et que j'arrive à prouver que je peux le chaîner, et qu'il a un élément neutre, je gagnerai mathématiquement cet opérateur, toutes les conventions et toutes les fonctions qui vont avec. Parce que j'aurais prouvé qu'il appartient et qu'il possède les propriétés mathématiques que je souhaite. C'est ça, la beauté de la composition fonctionnelle. Je vous remercie.